Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945. Nous sommes le 26 septembre 2022 et il y a exactement 20 ans, le bateau le Joola sombrait au large de la Gambie. À bord, près de 2000 passagers, dont 64 seulement ont survécu. Ce lundi, jour de commémoration au cimetière de Mbao où se sont retrouvées les familles des victimes. Elles sollicitent une assistance psychologique. Et au même moment, à Ziguinchor, les autorités ont organisé une cérémonie officielle en mémoire du naufrage du Joola. Le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, qui a assisté à la cérémonie, est revenu sur l'état d'avancement des travaux du mémorial musée Vieille Doléance des familles des victimes. La surcharge citée comme principale cause du naufrage du Joola en 2002, dont l'urgence, un décret présidentiel l'interdisant dans les transports en commun, signé par le président à l'époque, Maître Abdoulaye Wade. 20 ans après, où en sommes-nous au Sénégal? Avons-nous retenu la leçon? Élément de réponse dans ce journal. Et puis enfin, d'édition, vous aurez l'enquête du lundi consacrée ce soir à la vulnérabilité des femmes de ménage, souvent victimes d'abus dans leur environnement de travail. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. La cérémonie commémorative du 20e anniversaire du naufrage du bateau le Joola a eu lieu ce matin au cimetière de Mbao. Venus nombreux assister à la cérémonie et se recueillir, les familles des victimes ont profité de l'occasion pour solliciter le renflouement du bateau, la prise en charge psychologique des rescapés et des familles endeuillées, mais également à ce que justice soit rendue. Boudal Diadj a assisté à la cérémonie. Voici son compte rendu. Le naufrage du bateau le Joola, les familles des victimes n'arrivent toujours pas à faire le deuil de leurs proches disparus. Nabi Sagna, qui avait perdu ses proches, attend aujourd'hui le renflouement du bateau. Ce que nous attendons, c'est beaucoup de choses. L'érection du mémorial du bateau le Joola, parce que pour nous, un mémorial doit être construit à Dakar. Parce qu'on était d'accord avec l'État pour ce mémorial. Et l'État n'a pas respecté ça, ce qu'il a dit. Donc pour nous, la place du souvenir qui nous est réservée doit porter ce mémorial. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu. Le mémorial sera contre l'oubli. L'oubli vraiment, oui. L'autre également, c'est le renflouement du bateau Joola. Parce que pour nous, il faut renflouer ce bateau. Il faut que les familles des victimes puissent faire le deuil. Il y a des familles au Sénégal qui ne font le deuil que quand ils voient un objet de la victime. Et jusqu'à présent, les gens ne connaissent rien de ce qui s'est passé. Pour les familles des victimes françaises, le naufrage du bateau le Joola est un crime. Nadine Verchat, représentant des familles françaises. Pour moi, c'est un crime. C'est un crime humanitaire qui a besoin de justice, qui a besoin de transparence, qui a besoin maintenant qu'on puisse se recueillir. Maintenant, on demande à l'État de nous respecter. L'État français ne nous a pas respectés au niveau de la justice, parce que les intérêts économiques et politiques ont primé d'abord. Et ici, on a classé l'affaire en 2003, comme si on voulait que d'un seul coup, il y a une bâche qui tombe sur le naufrage du Joola et que les familles de victimes rentrent chez elles, et c'est tout, et ça se passe. Non, c'est pas possible. Et moi, je vois bien en venant ici que les familles de victimes sont comme moi. Elles sont aussi dans le combat. Pour ces familles de victimes du bateau le Joola, il faut que justice soit faite au nom des disparus. Le dernier, c'est la justice. La justice, nous voudrions qu'il y ait au moins la vérité et la justice. Au moins qu'il y ait des gens qui soient, qu'on dit que c'est eux qui sont responsables. Il n'y a pas de responsable. Comment qu'il y ait 2000 morts sans responsable? C'est inimaginable. 2000 morts sans qu'on puisse être que des personnes responsables. 20 ans après le naufrage du bateau le Joola, les familles des victimes parlent de crimes et continuent de réclamer justice. Une cérémonie commémorative a également eu lieu à Ziguinchor. Le ministre des Forces armées, qui a dirigé la délégation du gouvernement, invite à une introspection pour qu'un tel drame ne se reproduise plus. Maître Sidiki Kaba, qui a salué l'avancée des travaux du musée Mémoire, estime qu'il est temps de revoir nos comportements. Nous l'écoutons. Je voudrais en ce jour de commémoration vous inviter à vous joindre à moi pour prier le Tout-Puissant d'accueillir en son paradis céleste nos illustres victimes sénégalaises et étrangères, ainsi que les membres aujourd'hui disparus du collectif de coordination des familles des victimes du Joola. Puisse Dieu, dans sa grande miséricorde, leur accorder sa grâce infinie et les couvrir de sa miséricorde. Mesdames, Messieurs,
très chère population de la région naturelle de Casamance. Cette cérémonie commémorative constitue un jalon important dans la vie de la nation sénégalaise et donne toujours l'occasion de magnifier les efforts permanents consentis par l'État pour le développement inclusif de la région naturelle de Casamance et la conservation du devoir de mémoire de nos illustres disparus du bateau le Joola, arrachés à jamais à notre Afrique. En effet, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République, place au cœur de ses actions prioritaires nationales l'épanouissement total des populations casamançaises en agissant simultanément sur le règlement définitif de la crise qui l'affecte et sur le développement socio-économique de la région. À ce titre, il est heureux de noter que des avancées significatives ont été notées avec la réalisation harmonieuse d'importants programmes de développement qui ont fini d'apporter aux populations plus de réconfort et d'espoir de meilleures conditions de vie. 20 ans, 20 années qui n'ont pas suffi pour cicatriser les plaies. Les familles des victimes attendent encore que justice soit faite et que les responsabilités soient situées. Et pendant ce temps, les Sénégalais ne semblent pas avoir tiré des leçons sur cette grande tragédie. Le Joola, une leçon non sue pour le Sénégal, en commentaire de Mohamed Kandi. Il était encore tôt quand les premiers journalistes, l'air grave, le poids d'une terrible nouvelle sur leurs épaules, ont annoncé le naufrage du bateau le Joola. Ce ferry qui reliait Dakar à la Casamance. La nouvelle, comme un tsunami, plonge rapidement le pays dans un océan de tristesse. 1863 morts selon les chiffres officiels, 64 rescapés et 608 corps retrouvés. Le Joola entre tristement dans l'histoire comme étant la plus grande catastrophe maritime au monde. Oui, la pire tragédie maritime au monde, mais sans coupable. Et pourtant, dès les premières heures du naufrage, le président d'alors, Maître Abdoulaye Wade, avait désigné son gouvernement comme l'unique responsable et avait par la même occasion annoncé une enquête sérieuse pour situer les responsabilités. 20 ans après, le dossier reste au fond de la mer, tout comme l'épave du navire. L'océan devient ainsi le cimetière de plus d'1 millier de personnes et de secrets dits d'État. Aujourd'hui, en souvenir d'un jour qui restera à jamais dans l'histoire du Sénégal, il est important que n'échappent pas à notre radar les imprudences qui ont provoqué ce qui est surnommé à l'étranger le Titanic africain. Le surnombre reste la règle dans les transports en commun et le laxisme des autorités, le sentiment le mieux partagé par les administrés. Par respect pour les victimes du Joola, le pays ne devrait-il pas adopter de meilleurs comportements dans tous les secteurs? Le Joola nous a pourtant montré la voie, mais quand une société a la mémoire courte et surtout n'apprend rien de son passé, elle se condamne à couler dans les abysses des mêmes erreurs. La surcharge, l'une des raisons évoquées pour justifier la plus grande catastrophe maritime que l'histoire ait connue, ce qui à l'époque avait poussé le président Abdoulaye Wade à signer un décret interdisant les surcharges dans les transports en commun. 2 décennies plus tard, la surcharge continue de plus belle dans les transports en commun. Illustration dans ce reportage de Mame Seynabou Babou et Moussa Fala. Ce jeune homme attend patiemment son bus. Il se rend fréquemment à Ziguinchor en bateau. Il ne constate plus de surcharge dans le ferry, tout le contraire dans les bus. J'ai un business à Ziguinchor. D'ailleurs, j'ai pris le bateau plus de 5 fois après l'incident. J'ai constaté que des leçons ont été tirées du naufrage du Joola, car le bateau est tout le temps en règle. S'agissant des bus, rien n'a changé. C'est tellement rempli que les portes ne se ferment plus. Des enseignements qui n'ont duré qu'un laps de temps de la vie de Cheikh Mbacké. Il se désole de constater tous les jours des bus pleins à craquer. Au début, les habitudes avaient changé, mais malheureusement, ça n'a pas duré. Regarde ce qui se passe dans les bus. Même si c'est plein, les chauffeurs ainsi que le receveur continuent de prendre les clients, allant même jusqu'à entasser les gens. 20 ans après le naufrage du bateau le Joola, l'une des plus grandes catastrophes maritimes, les habitudes n'ont toujours pas changé. La preuve, les transports en commun sont souvent surchargés, des voitures qui tanguent par la même occasion.
mettant en péril la vie de plusieurs individus. Et dans l'actualité politique, la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi réagit suite à la décision du chef de l'État Macky Sall de céder les 165 véhicules aux députés de la 13e législature, un acte illégal et contraire au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, selon le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, que vous allez suivre certainement dans quelques instants. Et puis Aminata Touré doit faire comme Macky Sall l'avait fait en 2008, si l'avis d'Abdoulaye Ndiaye, l'ancien parlementaire, estime que la tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar doit démissionner de son poste de député. Le responsable politique à l'APR trouve cependant inélégante la manière dont Aminata Touré a appris qu'elle ne serait pas la candidate de la coalition qu'elle a portée. Il était de passage à la matinale d'ITV Tok Tok Sénégal. Les détails avec Migui Maram Ndiaye. Aminata Touré a décidé d'accélérer la cadence 2 semaines après l'installation de l'Assemblée nationale. Une sortie durant laquelle l'ancien Premier ministre n'a pas épargné le président Macky Sall. Pour son camarade de parti, Aminata Touré doit démissionner de son poste de député pour être conséquente avec ses principes. Quand tu aspires diriger ce pays, et elle a dit dans son exposé que elle va faire le tour de ses connaissances, ensuite parler au Sénégal par rapport à la prochaine présidentielle 2024. Mais ce qu'il y a lieu de souligner, c'est que jusqu'à présent, Mimi Touré n'a pas démissionné du parti ni de la coalition. Donc concrètement, moi je crois qu'il y a problème. Et la logique voudrait qu'elle démissionne. Et certainement, si elle démissionne de la coalition, elle va perdre son poste de député. Pour son camarade de parti Abdoulaye Ndiaye, le 3e mandat, la pomme de discorde entre l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental et le président Macky Sall. Sur cette question également, l'ancien parlementaire n'a pas compris les positions variées de la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar lors des dernières élections. Tout juste avant les législatives et tout juste après les législatives, elle fuyait cette question. Pourquoi elle l'a fui? Et hier, elle est revenue sur la question. Donc si elle était présidente de l'Assemblée nationale? Je ne le crois pas, qu'elle allait agir ainsi, je ne le crois pas. Et pourquoi elle avait fui durant la période des élections et tout après? Elle n'a jamais voulu revenir sur cette question-là. Alors qu'on l'a vu, on a vu une de ces vidéos, et ce n'est pas elle seule, et il y a d'autres aussi qui parlaient quand même du 3e mandat. Face à la presse, Aminata Touré dit avoir reçu à l'hémicycle l'appel du président Macky Sall, l'annonçant sa décision de faire d'Amadou Mame Diop le président de l'Assemblée nationale. La forme indispose les responsables politiques à Grand Yoff. Il fallait avoir un point d'élégance quand même quand vous vous adressez quand même à elle pour lui signifier qu'effectivement qu'elle n'est pas candidate, qu'elle n'est pas proposée. Je crois qu'il fallait quand même de l'élégance. Moi, je n'ai pas approuvé la manière dont l'information a été portée à sa connaissance. Toutefois, l'ancien parlementaire ne désespère pas. Il plaide pour une médiation entre Aminata Touré et Macky Sall. Une mission complexe. Aminata Touré, justement, dont la dernière sortie n'a pas plu aux femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de Kaolack, qu'ils ont déclaré la guerre à l'ancienne première ministre et disent ne plus vouloir d'elle dans la capitale du Saloum. Et selon leur porte-parole Mariama Cissé, Aminata Touré n'a aucune base politique à Kaolack. Nous l'écoutons au micro d'Adama Sarr. Écoutant la déclaration de Mme Aminata Touré, caractérisée par des propos frisant l'ingratitude, car oubliant déjà tous les honneurs et privilèges dont elle a eu bénéficié sous le magistère de son Excellence Macky Sall. La coalition rappelle, Mme Aminata Touré n'a pas été élue députée par les Sénégalais. Ces derniers ont élu la liste Benno Bokk Yakaar. Ce sont eux qui étaient candidats sur les listes départementales que les populations ont élues. La liste nationale n'est pas nominale. On vote pour une liste et elle est toujours portée par les votes au niveau départemental.
Ce que déclare Mimi aujourd'hui, elle l'aurait fait une fois installée au perchoir. Elle disait qu'une fois à la présidence de l'Assemblée nationale, elle allait pouvoir se rebeller, étant donné qu'elle y serait pour 5 années. La résolution. Nous, responsables de Kaolack, déclarons Aminata Touré persona non grata dans la ville de Kaolack. Car ici habitent des gens dignes qui ne trahissent jamais, quelles que soient les vicissitudes de la vie. Et je vous le disais tout à l'heure, la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi réagit suite à la décision du chef de l'État Macky Sall de céder les 165 véhicules aux députés de la 13e législature, un acte illégal et contraire au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, selon le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, que je vous propose d'écouter au micro de Souleymane Diallo. Nous, conférence des leaders, nous avons demandé au président du groupe parlementaire, lorsqu'ils ont convoqué une réunion, de leur poser la question sur quelle base ils veulent donner 165 véhicules à des députés sortants. C'est illégal. La loi est très claire, le décret de 2021 et l'instruction. Aucun véhicule ne peut être donné si ça ne passe pas d'abord par la procédure de la réforme administrative. Et une fois que c'est réformé, on peut la vendre par adjudication. Et exceptionnellement, on peut le vendre par entente directe. Et en ce moment, celui qui avait le véhicule est prioritaire. C'est ça que la loi dit. Mais depuis des années, l'Assemblée nationale, à chaque fin de législature, on dit mais nañu auto yi. Même le président de la République n'a pas le droit de donner des véhicules. Et pourtant, chaque jour, on dit Macky a donné un véhicule 4x4 à tel, etc. C'est des violations constantes. Et c'est des milliards. Les véhicules de l'Assemblée nationale ont coûté 161,5 milliards du moins. Compte non tenu des seconds véhicules des membres du bureau, du président, etc. 1,5 milliard, 5 ans, les véhicules sont encore intacts. Vous dites on offre ça à des députés. Et des députés qui ont fait 2 mandats, 3 mandats consécutifs se retrouvent avec un parc automobile. C'est pas normal. Et c'est cette Assemblée nationale-là qu'on va imposer désormais. Signalé qu'au cours de cette rencontre, les leaders de Yewwi Askan Wi ont annoncé le lancement du réseau des élus locaux du Sénégal le 5 octobre prochain, une plateforme qui va réunir l'ensemble des maires de l'opposition. Et puis à quelques jours de la rentrée scolaire, parents d'élèves et candidats attendent toujours la publication des résultats de l'examen d'entrée en 6e. Et selon la présidente de l'association Diapalante pour le développement, cette situation est due au souhait de l'État de privatiser l'école sénégalaise. Elle s'est exprimée en marge de la cérémonie de récompense des lauréats d'un concours de génie en herbe organisé à Mbour. Voici Fatou Blondin Diop au micro de Muntaga Kane. Pour la plupart de ces grèves, ça tourne autour de promesses, autour même d'engagements de l'État qui ne sont pas remplis, de ce que j'entends, de conditions d'enseignement, d'émoluments, de salaire et d'avantages, et aussi de conditions d'études, du curricula. Tout ça est posé. C'est des revendications syndicales, c'est normal. Malheureusement, on se rend compte que l'État annonce des montants très élevés au service de l'éducation. Et force est de voir de plus en plus l'éducation être privatisée. Et force est de voir que cette année, au moment où on parle, à une semaine de la rentrée scolaire, les résultats des concours d'entrée en 6e ne sont pas encore diffusés. C'est la première fois, je pense. Voilà, ce qui montre quand même un dysfonctionnement majeur, surtout qu'on a des outils technologiques qui auraient pu faciliter ce genre de travail, si tant est que les corrections sont déjà faites et qu'il ne reste plus qu'à publier et à orienter les enfants. Donc on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. On attend de voir et de les voir surtout corriger tout cela. Parlons de tout à fait autre chose à présent. L'agroécologie est en train de se développer petit à petit dans le monde rural. C'est le cas par exemple dans le village de Goria, situé dans le département de Nioro. Et bien là-bas, c'est le mouvement Agir pour l'émergence rurale qui a initié une campagne de vulgarisation de cette pratique agricole. Les détails avec Adam Assar. Promouvoir l'agroécologie dans le monde rural, c'est l'objectif fixé des membres du mouvement Agir pour l'émergence rurale. Dans ce village de Goria, plus d'1 hectare a été emblavé pour diverses cultures. Voilà, le but principal, c'est de contribuer à améliorer l'alimentation des enfants en particulier. Vous savez très bien actuellement l'agriculture moderne.
Vous savez qu'elles peuvent produire, mais elles détruisent. Dans ce sens, nous avons voulu vraiment innover et changer le système d'agriculture. Vous savez que maintenant, nous n'avons plus les sols fertiles, la biodiversité se raréfie, la production baisse, donc nous avons voulu vraiment lancer dans l'agroécologie pour contribuer à conserver la biodiversité, mais aussi à produire des légumes et des fruits de bonne qualité. Le coordonnateur du mouvement AGER annonce d'importantes séries de formations pour le monde rural. La formation est aujourd'hui extrêmement importante. Formation en entrepreneuriat, formation en aviculture, formation en agriculture, formation aussi dans le domaine du maraîchage. Parce que c'est des secteurs clés qui permettraient de créer le développement au niveau du monde rural. Mais aussi formation en fabrique de foyers améliorés. Pourquoi? Le gaz coûte extrêmement cher. Le charbon, idem. Alors qu'au niveau du monde rural, les femmes sont très fatiguées justement pour chercher le bois de chauffe. Et aujourd'hui, il est important, avec ces fabriques de foyers améliorées, de permettre aux femmes d'adoucir effectivement leurs activités quotidiennes. Le mouvement AGER a choisi le village de Gouria, situé dans le département de Nioro, pour lancer ses activités des vacances citoyennes. Et dans l'enquête du lundi, la rédaction pose ce soir le débat sur la précarité dans l'environnement de travail des femmes de ménage. Et dans le reportage que vous allez suivre tout de suite, elle dénonce les difficiles conditions de travail, les défauts de structuration, principales causes de cette situation selon des sociologues interrogés dans ce dossier d'enquête signé Younoussa Gueye et Sidigna. sama liggéey daal naa ko gérer mais mës naa liggéey foo xamante ne nii daal mës nañ ma ber lekk et si balcon laay fanaan tamit mën nga dem ba si biir ñu kër leneen judd fa wala mu jéem la fa violer affaire yooyu noonu. saa yi moom dangay gis patron boo xam ne moom yooyu sax du la ko pensé. Elles viennent généralement des villages les plus reculés du Sénégal. Présentes à Dakar, à la recherche d'un avenir meilleur, elles sont jeunes, innocentes, sans aucune protection. Donc, une proie facile pour les loups de la capitale. Nous travaillons dans des conditions pénibles. Nous subissons parfois des violences de toutes sortes, même jusqu'au viol. C'est vraiment regrettable. L'ambition d'aider leurs parents laissés au village reste le premier moteur de leur engagement. Ce n'est qu'un secret des polichinelles. Au Sénégal, les femmes de ménage exercent dans l'informel. Nous sommes ici au rond-point Liberté 6, l'un des points de rencontre des femmes de ménage les plus connues à Dakar. Elles sont plus d'une cinquantaine déjà inscrites dans la liste de responsables attendant un recruteur. Les responsables que nous avons tenté d'approcher n'ont pas voulu répondre à nos questions. 1 heure après, nous prenons la VDN, direction Ouest-Foire. L'espace sous le rond-point est transformé en bureau de fortune, espace qu'elles occupent depuis des années au vu et au su des autorités administratives et municipales. À peine qu'on s'approche avec notre caméra, qu'elle commence à se camoufler. C'est aussi le point de départ de l'affaire Sutondour, ancien directeur des centres des œuvres universitaires de Dakar, accusé de viol sur une femme de ménage de moins de 18 ans qu'il a recrutée ici. Voici Adiro Kretal, présidente de l'association des femmes de ménage au Sénégal. C'est elle qui a fait éclabousser l'affaire au grand public à travers les sites internet. Elle pointe du doigt le calvaire des femmes de ménage. Les femmes de ménage travaillent dans des conditions précaires, sans aucune protection sociale. Certaines peinent à supporter convenablement leurs frais médicaux. Ce que nous vivons est inadmissible. Nous réclamons le minimum de dignité pour les femmes de ménage. Même les prostituées sont mieux traitées que nous dans ce pays.
Pourquoi un tel regard de la société sénégalaise sur les femmes de ménage? Un sociologue se penche sur la question. Il faut considérer que la femme est à l'image d'une servante si on se réfère à une époque coloniale où évidemment c'est à ce moment même où la femme était employée donc au niveau des maisons pour travailler comme servante. Alors en tant que telle, elle est considérée, en tout cas le regard, considérer la femme comme étant serviable et corvéable à merci. Autrefois c'était comme ça, mais ici peut-être moyennant une somme modique qu'on lui paye pour davantage lui permettre d'entretenir sa vie plus ou moins. Contrairement à la croyance populaire, le législateur a défini les conditions générales d'emploi des femmes de ménage et gens de maison dans l'arrêté numéro 0974 du 23 janvier 1968. Un document juridique qui moisit visiblement dans les tiroirs. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur notre site internet www.media.sn. Bonne suite des programmes.